Et LSM Conseil, en 2 mots, une junior entreprise. Et en un peu plus de mots, en fait, on est une association étudiante de l'université de Louvain-la-Neuve qui vise à faire le pont entre le monde professionnel et le monde académique. C'est pour ça que vous voyez un pont sur votre slide. Et donc, en fait, notre mission, si vous voulez, c'est de donner une première expérience professionnelle à chacun de nos membres. Donc, on est 50 membres qui travaillent pour avoir cette mission, pour avoir cette expérience. Et donc, pour se développer au niveau professionnel, on propose des services de consultance à des vraies entreprises qui vont de la petite start-up à la grande multinationale. Et donc, en fait, si vous voulez, la consultance, c'est du conseil. Et nous, on est spécialisé dans 2 domaines, qui est donc le management et l'ingénierie. Donc, on va faire des conseils en stratégie, des conseils en IT, des conseils en marketing, en responsabilité sociétale, en ressources humaines, en qualité. Et on propose aussi des services juridiques, mais ceux-là, on les sous-traite à nos partenaires, que vous connaissez peut-être, le Juris Club. Alors aujourd'hui, on est venu à 2 pour vous donner cette formation. Donc il y a Adelin François, comme Fred l'a dit, qui est donc en bac 3 en ingénieur de gestion à l'UC Louvain et qui est actuellement le manager commercial, donc responsable de visibilité et de la prospection pour LSM Conseil. Et moi, je suis Constantin Clash, je suis dans le même auditoire qu'Adelin et je suis actuellement donc, le président de l'association. Donc avant de continuer, je voulais juste vous rappeler que pour nous, c'est la première fois en fait qu'on donne une formation online. Donc au niveau technique, il se pourrait qu'il y ait des problèmes. Bon, a priori, on a pris toutes les mesures nécessaires. Donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y a un petit bug qui arrive. On s'arrêtera après chaque slide pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez mettre vos questions en direct dans le Q&R. Et on s'arrêtera aussi à la fin pour répondre aux questions peut-être plus globales. Et ne vous inquiétez pas, vous ne devez pas faire des screenshots de chaque slide parce qu'on vous enverra le tout par après via un lien Google Drive. Donc voilà, j'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous allez bien, même en confinement. Profitez du bon temps et on commence tout de suite. Fred, tu peux mettre le formulaire, enfin les questions. Merci. Alors, normalement, voilà, c'est parti. Alors, donc, il y a 2 questions que je voulais vous poser avant tout. C'est, voyez-vous une utilité à faire un rapport de gestion? Oui, non. Et est-ce que les grandes entreprises sont également obligées de rédiger un rapport de gestion chaque année, vrai ou faux? Je vous ouvre le vote. À vous de mettre vos réponses à ce petit vote qui va pouvoir les aider à faire leur webinar. Donc, c'est parti. Alors, on voit que les votes se font. Encore quelques secondes. Voilà, voilà, donc ça avance, on voit les votes qui augmentent. On est presque à 100% des votes, encore quelques-uns, il y a peut-être quelques-uns qui ne l'ont pas encore fait, encore quelques secondes, et je mettrai fin au vote. Donc, 92% des votants voient une utilité à faire un rapport de gestion, et 88% disent vrai que les grandes entreprises sont également obligées de rédiger un rapport de gestion chaque année. Voilà. Eh bien, bonjour à tous, je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous parce que vous êtes là pour apprendre et moi aussi. Et j'ai envie de vous parler du rapport de gestion avec Constantin. Donc, comme vous l'aviez bien deviné, le rapport de gestion est non seulement utile, et on va voir ensemble pourquoi, et surtout une obligation légale pour les grandes entreprises, mais ce sera aussi une obligation pour vous, les mini-entreprises. Alors, pourquoi c'est important pour une entreprise? Parce que c'est un document sérieux, donc c'est un document sérieux et formel qui permet d'informer les actionnaires et toutes les parties prenantes. Une partie prenante, c'est quoi? C'est des clients, ce sont les actionnaires, les gens qui financent, ce sont les employés, ce sont toutes les personnes qui tournent autour du business et qui ont le droit d'être informées sur la manière dont l'entreprise tourne. Et puis, c'est une obligation légale par la loi belge, et donc il est obligatoire de rendre ce rapport de gestion. Alors pour vous, les mini-entrepreneurs, ou plutôt les entrepreneurs tout court, vous êtes ici pour vous lancer dans un projet, dans un apprentissage. Vous êtes là pour découvrir et construire quelque chose avec une équipe. Et donc, vous êtes là pour vous dépasser, et c'est super important de prendre cela en compte pour rédiger votre rapport de gestion. Parce qu'avant tout, pour vous, ce sera un souvenir et une satisfaction d'avoir vu après un an tout ce que vous avez pu faire, que vous avez pu rencontrer des clients, vendre, je ne sais pas, 1000 jeux de cartes, 1000 brosses à dents en
en bambou ou des choses du genre, vous avez fait un chiffre d'affaires et surtout que vous avez appris. Et donc, c'est important pour vous de faire ce rapport de gestion pour être satisfait de ce que vous avez fait et regarder votre travail vraiment en face. Ensuite, c'est super important aussi pour informer les personnes qui vont soutenir, vos coopérateurs, donc les investisseurs, vos parents, vos amis, vous-même aussi, vous informer sur ce que vous avez fait. Puis, ça sera un rapport de gestion obligatoire dans le cadre des mini-entreprises, surtout pour le dossier de liquidation. Donc, ici, en fin d'année, votre projet terminé ou pas encore tout à fait va devoir être clôturé pour que ça soit légal au niveau de LGE, etc. Donc, un dossier de liquidation va devoir être rendu et au sein de celui-ci devra figurer ce rapport de gestion. Et finalement, pour certains d'entre vous, et c'est une chouette activité, finalement, vous devez faire un travail de fin d'études et c'est cette mini qui rentre en compte. Et donc, pour ce travail de fin d'études, le rapport de gestion est un outil super pratique et indispensable finalement. Alors, c'est quoi un rapport de gestion? Voilà, un rapport de gestion, c'est un peu une rétrospective de votre année, une prise de conscience du travail fait, et c'est important de lui donner aussi un avenir à votre travail. Donc, d'où vient-on? D'où venez-vous? C'est pourquoi votre mini? C'est quoi votre mini? Quels étaient vos objectifs de départ? Et comment vous alliez vous y prendre, votre stratégie? Puis, faire un état des lieux, où en êtes-vous? C'est savoir finalement ce que c'est finalement votre idée, les chiffres, les résultats, les réussites, les mises en place, les mises en pratique, etc. Et puis savoir un petit peu donner de la perspective à votre projet, donc savoir où vous allez et proposer des adaptations via également des stratégies futures et des budgets. Donc voilà, ça c'est en gros c'est ça ce dont il s'agit, un rapport de gestion. J'aimerais bien, avant de continuer cette formation avec Constantin, vous rappeler 4 petits points assez importants. Avant tout, l'information que l'on donne ici n'est pas du tout exhaustive, elle n'est pas figée, c'est juste un aperçu et on vous propose une structure et des conseils. Prenez-les en compte si vous voulez ou non. Il y a plein d'autres outils. C'est mon point 3, je saute le point 2. Vous pouvez vous aider aussi avec des fiches techniques que vous avez pu trouver tout au long de l'année sur le site de LGE, avec vos professeurs, avec votre famille, vos amis, etc. Aidez-vous. Gardez en tête, point 2, qu'il est super important que vous soyez transparent et authentique sur ce rapport. Finalement, l'idée du rapport de gestion, c'est faire transparaître la réalité, donc soyez objectif et laissez transparaître les faits. Ce sont des faits que vous allez décrire. Finalement, j'ai envie de vous dire, vous avez toutes les cartes en main pour faire de ce rapport de gestion une expérience intéressante, un apprentissage, et donc innovez, lancez-vous, soyez fiers de ce que vous avez fait et n'hésitez pas à sortir un peu du lot, à être innovant, soyez quand même professionnel, mais restez vous-même également. Donc voilà, ça c'est super important. Ce rapport de gestion, ce sera une expérience en soi. On vous explique ce que c'est maintenant avec Constantin. Donc, comme Adelin l'a très bien présenté, il y a vraiment 3 éléments fondamentaux qui doivent se retrouver dans votre rapport, donc plutôt dans le fond, qui doivent transparaître. Donc, le premier, c'est d'où vient-on? Donc, si on devait faire l'analogie avec la construction, par exemple, avec un bâtiment, ce serait les fondations de ce bâtiment. Alors, le premier élément qui va se retrouver dans vos fondations, ça va être le contexte. Donc, décrivez en fait qui vous êtes pour commencer. De quelle école vous venez, quel type de personne vous êtes, plus ou moins quel âge, quelle année. Est-ce que vous avez peut-être une particularité à votre groupe? Vous êtes peut-être tous dans une chorale, j'en sais rien, ou vous êtes peut-être dans une école internationale et du coup vous venez de partout, à peu près des 4 coins du monde. Et ensuite, ce qui est hyper important, c'est que vous présentiez d'où vient votre idée. L'idée, c'est vraiment de créer une sorte de storytelling, donc c'est de montrer votre histoire et donc, d'entre guillemets, vraiment attirer le regard des personnes qui vont lire ce rapport sur ce qui fait que cette idée, que ce produit ou ce service a vraiment quelque chose de particulier. Par exemple, si vous vendez des pailles en métal, vous n'hésitez pas à raconter, nous étions, je sais pas, à la cafétéria de l'école, on voyait tout le monde qui avait des petites pailles en plastique. Ça nous a dégoûté parce qu'on sait que ça finit au fond de l'océan. Et du coup, on a décidé de lancer une mini-entreprise de pailles en métal. Et donc ensuite, lié à ça, vous devez vraiment présenter quelle est la valeur ajoutée de votre idée, pas de votre produit encore, mais vraiment de quel était l'objectif en fait de votre idée. Ensuite, il est important que vous présentiez l'histoire de votre entreprise du jour 0 à aujourd'hui, et donc expliquer en quoi est-ce que vous avez grandi et en quoi cette histoire, cette petite idée a évolué.
Et pour finir, dans le contexte, il est toujours important de préciser en fait quel est le statut juridique de votre entreprise. Vous avez tous le même statut, normalement, vous êtes tous dans le projet mini-entreprise, mais dites-vous qu'il y a peut-être certains coopérateurs qui ont oublié que vous faisiez ce projet dans le cadre de LJE, ou même d'autres personnes qui seraient ravies de le lire et qui n'avaient jamais entendu parler de vous. Donc, c'est important que vous précisiez qui vous êtes, parce qu'il y a peut-être des gens qui croient que vous êtes une ASBL, une SRL ou une SA. Alors, deuxième point important dans les fondations de votre… je regarde d'abord s'il n'y a pas des questions. Non. Donc, deuxième point qui est important dans les fondations de votre rapport de gestion, ça va être la stratégie. Donc, premièrement, quelle est votre mission? Quelle est votre mission? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quel est le problème que vous souhaitez résoudre par votre produit ou votre service. En fait, quelle est votre raison d'être? Par exemple, chez LSM Conseil, je disais tout à l'heure, notre mission, c'est donner une première expérience professionnelle à chacun de nos membres. On répond à quel problème? Le problème, c'est qu'on a beau faire 5 ans d'études, être très bien formé dans les meilleures universités, on arrive sur le marché de l'emploi et en fait, on n'est pas prêt, on n'est pas encore professionnel parce qu'on a appris beaucoup de choses théoriques, mais on n'a pas encore mis ces choses en pratique. Et donc, c'est le problème de professionnalisation. Nous, on essaye d'y répondre en professionnalisant les études. Ensuite, vous allez décrire votre vision. Alors, votre vision, qu'est-ce que c'est? Votre vision, si vous voulez, c'est une projection idéaliste de votre mini-entreprise. C'est en septembre, quand vous l'avez créée, c'est en fait la vision que vous avez de votre mini-entreprise, c'est l'objectif final que vous avez de votre entreprise que vous avez fixé. Si je devais faire une petite analogie, c'est comme si en septembre, vous avez donné une baguette magique et on vous disait à la fin de l'année, enfin cette baguette magique, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et grâce à cette baguette magique, à quoi est-ce que vous voulez que votre mini-entreprise ressemble dans un an? Donc ça peut être, par exemple, une mini-entreprise qui vendrait des pailles en métal, être le vendeur principal de pailles en métal sur toute la région bruxelloise d'ici la fin d'année. Ça, c'est par exemple un objectif. Alors ensuite, vous allez définir votre stratégie globale. Et votre stratégie globale, elle est liée directement avec la mission, qui est la raison d'être, et la vision, qui est l'objectif. Et donc, en fait, c'est tout simplement les socles, si vous voulez, qui vont vous permettre d'atteindre cette vision. Donc, pour devenir, par exemple, le plus grand vendeur de paille en métal sur la région de Bruxelles, peut-être que vous avez dû appliquer une stratégie qui est axée sur les ressources humaines. Donc, dire il faut tout d'abord avoir une super bonne cohésion de groupe pour pouvoir atteindre cet objectif. Ensuite, peut-être avoir un bon réseau, un bon network pour pouvoir avoir accès aux bonnes salles de marché, etc. Et j'en passe. C'est vraiment la manière dont vous allez… Enfin, si vous voulez, le plan d'action que vous allez suivre pour atteindre votre mission. Et enfin, quels étaient vos objectifs stratégiques, donc en fait vos critères de réussite. Donc, il est important aussi qu'au début de l'année, et donc je pense que vous l'avez fait, et si ce n'est pas fait, vous les aviez en tout cas dans votre tête inconsciemment, donc vous pouvez les retranscrire. Ce sont vraiment, si vous voulez, les indicateurs clés de performance qui vous permettent d'évaluer si vous avez réussi à atteindre votre vision ou non. Donc, ça pourrait être, dans ce cas-ci, un chiffre d'affaires à atteindre, un nombre d'heures à passer ensemble par semaine ou un nombre de pailles en métal à vendre. Alain, ton micro est coupé, je crois. Oui, je remarquais, désolé. Donc, une fois qu'on sait d'où on vient, il faut savoir où on est. Et donc, c'est analyser finalement la situation telle qu'elle est. Et pour ça, on va commencer par décrire le produit. Le produit ou le service, bien sûr, parce qu'on n'a pas tous fait des produits. Alors, avant tout, il faut savoir les caractéristiques de notre produit ou notre service. En gros, c'est quoi? Physiquement, comment il se décrit? Si c'est un objet, c'est assez facile. Voilà, telle taille, telle dimension, telle caractéristique visuellement physique, etc. Et puis, comment ça marche? Le jeu de cartes, les règles, etc. éventuellement. En bref, évidemment, on ne va pas commencer à décrire toutes les règles d'un jeu de cartes. Ensuite, il est important de savoir où vous en êtes dans votre projet. Une startup, ça ne prend pas seulement quelques jours ou quelques heures à lancer. C'est des projets parfois de vie. Et dans le cadre d'une mini-entreprise, c'est le projet d'un an. Et donc ici, on est peut-être après 6-8 mois de travail. C'est normal que vous n'ayez pas encore terminé. On approche à la fin et c'est possible aussi qu'il y ait une suite. Mais l'idée, c'est de savoir communiquer sur le fait que voilà, on en est là. On a déjà fini tous nos stocks. On a déjà commercialisé autant de produits. On a déjà atteint la moitié de nos objectifs, etc. Savoir faire un état des lieux, dire où vous êtes. Ensuite, il y a l'avantage concurrentiel, la valeur ajoutée. Ça, c'est un point qui, moi, en tant que manager du développement commercial chez LSM Conseil, est vraiment conscience et que je trouve super important. Si vous ne savez pas pourquoi vous existez, c'est-à-dire pourquoi vous voulez vendre un projet à votre client, un produit,
eh bien, il n'y a aucune raison que vous existiez. Si vous ne savez pas précisément pourquoi vous voulez contacter un client pour lui vendre quelque chose, pour lui vendre un service, un produit, eh bien, alors, il n'achètera jamais. Donc, pour ça, il faut savoir précisément quelle est votre valeur ajoutée, à quoi vous répondez et qu'est-ce que vous voulez apporter à votre interlocuteur. Ensuite, il y a le prix en tant que tel, dire pourquoi le prix, c'est quoi et pourquoi vous les fixez comme ça. Donc, c'est une caractéristique, comme on aurait pu la détailler au point 1, sauf qu'elle dépend assez fortement finalement de la valeur ajoutée et de la valeur perçue par le consommateur. Donc, le prix, il y a 3 manières de fixer le prix, vous l'avez sans doute vu et compris. C'est selon les coûts, voilà, la matière première, les coûts fixes, les coûts variables, puis la marge aussi. Le prix selon la valeur ajoutée et la demande. Donc là, on prend en compte notre acheteur et on prend en compte la valeur qu'il donne à notre produit. Et finalement, le prix selon la concurrence, c'est adapter notre prix en fonction de la concurrence pour pouvoir quand même vendre, pas être trop cher, trop peu cher, etc. Donc voilà, ça c'est le produit, c'est le service en gros. Ensuite, un segment de votre rapport assez important aussi, c'est tout ce qui va toucher à la production et aux opérations. Donc, on peut scinder ça en deux parties, si vous voulez. Il y a vraiment le plan de production et puis il va y avoir la façon dont vous acheminez votre produit ou votre service jusqu'au client. Donc, au niveau du plan de production, il est important que vous nous communiquiez sur les matières premières que vous utilisez. Les matières premières, donc ça va être dans le cas d'un produit, mais dans le cas d'un service, ça peut aussi être les ressources premières, qui peuvent être des ressources humaines ou des ressources matérielles, utiliser une machine, peut-être, je ne sais pas si vous faites, si votre service, en fait, c'est faire des concerts de musique, peut-être que vous avez besoin d'avoir une batterie, des instruments, etc. Ensuite, comment est-ce que vous assemblez tous ces produits? Qui le fait? Est-ce que c'est vous, avec votre main-d'œuvre personnelle? Est-ce que vous sous-traitez ça à des professionnels ou autres? Ou peut-être que vous faites des associations de plusieurs mini-entreprises pour travailler sur un produit en particulier, vous avez peut-être fait des coalitions, etc. Troisième point, comment est-ce que vous emballez et protégez votre produit? Est-ce que vous l'emballez déjà? Peut-être qu'il y a des mini-entreprises qui ne font pas d'emballage pour éviter de polluer inutilement, ou peut-être que justement il y en a d'autres qui, je pense notamment à Retro Gamebox, qui font des choses, enfin j'ai vu que c'était là, qui font des choses peut-être plus techniques et plus fragiles et qui ont peut-être besoin d'emballer dans la frigolite. Ensuite, donc à chaque étape de votre plan de production, donc ça dépend vraiment de votre mini-entreprise. Il n'y a pas un plan classique à suivre. Donc ça dépend de votre produit et de votre service. Quels sont les coûts et les marges de coûts que vous pouvez générer grâce à la différence entre le coût et le prix final? Donc vous devez en fait essayer de segmenter vraiment les marges que vous arrivez à dégager à chaque étape. Et donc toutes ces petites marges marginales, si vous voulez, vont ensemble créer votre marge totale et vous pourrez ainsi déterminer facilement où sont vos facteurs clés de succès. Donc, qu'est-ce que c'est des facteurs clés de succès? C'est vraiment les quelques facteurs ou les quelques échelons, si vous voulez, de votre chaîne de production qui vous permettent de créer de la valeur ou en tout cas de créer le plus de marge. Donc, si vous remarquez qu'au final, la plus grosse marge que vous générez, elle se trouve au niveau de l'emballage parce que en fait, votre emballage est un emballage hyper innovant et que les gens sont prêts à payer votre produit juste pour l'emballage, vous savez peut-être que vous devrez un peu moins investir, donc un peu à diminuer vos coûts en termes de production de votre produit, repartirons sur les pailles en métal, mais par contre, vous pouvez à fond développer par après peut-être le marketing de cette partie emballage qui vous coûte au final pas tellement, et ça vous permettra en fait de générer plus de marge. Ensuite, donc j'en parlais tout à l'heure, donc aussi bien développer quelles sont vos ressources. Donc les ressources, c'est pas que les matières premières, donc il y a vraiment les ressources humaines, les ressources matérielles. Il y a dans le matériel, il y a pas que du matériel en termes de machines. Ça peut aussi être, je pense notamment aux mini-entreprises qui font des soirées jeux de société. Ça peut être des salles à louer. Et donc vraiment référencer tout ce qui fait en fait que votre produit ou votre service en fait peut exister. Et puis ensuite, à chaque étape de votre plan de production, il est aussi important que vous expliquiez les difficultés qui sont rencontrées. Et bon, ça, c'est peut-être pas le plus important, mais le plus important, c'est vraiment de définir comment est-ce que vous avez réglé ces problèmes pour que ça n'entrave pas en fait la chaîne de production. Ensuite, donc je le disais tout à l'heure, la deuxième grosse partie de production-opération, c'est vraiment définir comment est-ce que vous acheminez votre produit, votre service jusqu'au client. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y a vraiment deux façons de fonctionner dans le monde de l'entreprise.
il y a le B2C et le B2B. B2C, ça veut dire business to consumers et B2B, ça veut dire business to business. Donc, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui s'adressent à des consommateurs, donc des personnes physiques, et il y a des entreprises qui s'adressent à d'autres entreprises, donc des personnes morales. Donc, dans le cas d'un B2C, vous allez peut-être acheminer votre produit jusqu'au client via de la vente digitale. Donc, vous allez peut-être faire appel à Bipost ou à DHL, enfin, ou d'autres sociétés qui délivrent des packs. Vous allez peut-être aller en direct face à face avec le client dans des centres commerciaux, les supermarchés, ou encore peut-être juste vendre au bouche à oreille à votre famille, à vos amis, vos voisins, en allant sonner à chaque porte. Dans le cas du B2B, ça va plus souvent être des réunions, des négociations avec les entreprises. Et je pense à la mini-entreprise, par exemple, Eco, qui fait des poubelles connectées pour les entreprises. Enfin, eux, dans ce cas-là, c'est sans doute, après je ne me connais pas tellement dans leur mini-entreprise, mais ils vont sans doute contacter des vraies entreprises par téléphone, faire une réunion et leur dire, voilà, on vous propose 10 poubelles dans tous vos bureaux pendant 1 an pour ce prix-là. Ok, alors j'espère que tout le monde nous entend toujours très bien et que vous êtes toujours actifs. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, il y a la possibilité de les poser facilement et on y répondra. Donc ici, on est toujours dans l'état des lieux, donc dans la partie « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» On a parlé du produit en tant que tel, de la production. On va parler maintenant du marché et en fait du contexte dans lequel on s'inscrit. Rappelez-vous que ces 4 étapes ne suivent pas une suite logique dans votre rapport de gestion. Ce n'est pas du tout la structure qu'on vous propose de mettre en place. Il faut que les éléments qu'on vous propose ici reviennent dans votre rapport de manière à avoir une argumentation ou une explication des faits assez logique et cohérente. Donc voilà, ici je vais vous parler du marché, du marketing et de la vente. Et donc l'idée du marché, c'est de savoir finalement dans quel contexte on évolue, qui sont les personnes à qui on s'adresse, etc. Et comment on va s'adresser à eux. Donc premièrement, il faut analyser son marché, savoir qui il est. Vous avez fait des enquêtes de satisfaction, vous avez fait des recherches, vous avez fait des constatations. Toutes ces choses vous ont permis de comprendre finalement dans quel milieu vous situiez. Et ceci a le mérite d'être rédigé dans votre rapport de gestion pour aussi placer le lecteur dans un certain contexte. Ensuite, vous avez défini qui était votre client. Et pour ça, il y a 3 étapes que vous avez normalement dû suivre, soit consciemment, soit inconsciemment. C'est assez intuitif finalement. C'est la méthode SCP, segmentation, ciblage, positionnement. On appelle ça le marketing stratégique. Donc, c'est bien, avant de lancer un marketing opérationnel comme la communication, etc., c'est bien connaître son client. La segmentation, c'est quoi? C'est prendre la société, tout type de personnes, des étudiants, des vieux, des malades, des sains, des juristes, des serruriers, voilà, toutes sortes de catégories de personnes. L'idée, c'est de segmenter ces personnes en grandes catégories qui ne s'entrecoupent pas trop les unes avec les autres, de manière à voir voilà, qui est face à nous. Ensuite, il s'agit de cibler parmi ces catégories celle qui sera votre public. Est-ce que vous ciblez les serruriers ou est-ce que vous ciblez les juristes? Est-ce que vous ciblez les étudiants ou les personnes âgées? Est-ce que vous ciblez les personnes qui sont sensibles à l'environnement parce que vous voulez leur proposer un service, ou vous ciblez justement les personnes qui ne sont pas sensibles à l'environnement parce que vous voulez les sensibiliser à la cause environnementale. Donc, c'est bien de savoir qui vous ciblez, mais il faut savoir aussi pourquoi. Et puis, le positionnement, c'est qu'est-ce que vous mettez en place pour finalement vous positionner dans un marché concurrentiel, parce que celui qui invente des pailles en métal, pour reprendre l'exemple de Constantin, il y a des concurrents. Il existe d'autres producteurs de paille en métal. Donc, l'idée, c'est de voir où les concurrents se placent dans le marché et essayer de se placer à un endroit stratégique de manière à proposer, justement, on en a parlé, la plus-value, donc la USP, le point qui fait que le client va venir chez vous plutôt que chez le concurrent. Donc ça, c'est le positionnement dans le marché. Une fois que vous avez compris à qui vous adressez, segmentation, ciblage, positionnement, vous passez au marketing opérationnel. Alors, il y a une grande théorie qui parle des 4 P, c'est prix, produit, place, promotion. Ça devrait être seulement en anglais ici.
En gros, prix, produit, on en a déjà parlé. On a déjà parlé du prix, on a déjà parlé de la description du produit, etc. Place, en fait, c'est la distribution. Et promotion, c'est la manière dont on va communiquer et vendre son produit. Donc, c'est vraiment du marketing comme on l'entend facilement au sens… la segmentation, il y a une question tout de suite. Donc, la segmentation, c'est diviser regarder le marché en face, la société. Il y a des types de personnes, des types de catégories de personnes. Et l'idée, c'est de un peu les classer, de diviser tout le monde, diviser, segmenter la société. Et puis, pour pouvoir passer à l'étape 2, le ciblage, sélectionner un groupe et lui proposer une solution. Je ne sais pas si c'est clair maintenant ce que c'est que la segmentation. Je parlais donc, une fois qu'on a fait cette SCP, segmentation, ciblage, positionnement, il faut passer au marketing opérationnel. Prix, produit, place, promotion. Play, c'est comment vous allez contacter le client, canaux de distribution, zone de vente, moyens de transport, Constantin en a parlé. Et puis la promotion, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en place pour attirer votre client. De la publicité, des promotions, des rabais sur vos prix, développer des partenariats, des relations publiques, des partenariats avec d'autres junior entrepreneurs, junior mini-entrepreneurs, avec des professionnels, etc. Par exemple, dans le cadre d'une mini-entreprise qui fait un service de jeux de société, donc il propose des moments pour se rencontrer et faire des jeux de société ensemble, il faudra faire des partenariats avec des salles pour peut-être réduire les prix, etc. Ou faire en sorte que surtout la salle fasse la promotion de votre service. Ça, c'est ça la promotion, c'est faire connaître notre service et sans ça, finalement, on ne sait pas vendre. Donc voilà, ça c'est le marketing stratégique, opérationnel, comprendre son marché pour pouvoir s'adresser à lui. Alors, je vois qu'il y a des questions sur le questionnaire, mais j'arrive malheureusement pas à les ouvrir. Moi, je vois que le chat. Moi, Donc, je je les sais pas vois. si Ouais. Fred ou Lindsay Adelin, alors tu Alors, peux peut-être les lire. Alors, il y a trois questions. il y en a trois. Une question de sous quelle forme on présente un rapport de gestion. Alors, je propose qu'on y Ah, revienne après, parce que là, on est Ouais, vraiment dans le contenu. Pour rappel, ici, la manière dont on structure nos slides, c'est pour vous proposer du contenu, mais pas, on ne parle pas de la forme. Donc, si on a parlé du marché après le produit, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut d'abord décrire le produit et puis le marché. Il faut rester ouais, cohérent, mais on vous en dira plus tout à l'heure. Deuxième question, c'est pour dans Fred. l'anonyme, c'est est-ce Ouais. que le dossier de candidature pour le concours de la mini-entreprise de l'année peut faire office de dossier de liquidation? Alors là, je laisse Fred répondre parce que j'en ai Eh bien, aucune je idée. réponds tout à fait. Pas de problème. Ah oui, donc ça Ah, tu fait réponds partie. après. Ok, oui. Non, c'est Tout à ils fait. peuvent Ouais. le rentrer comme le dossier de concours peut faire office bien sûr de dossier de faire partie du dossier de liquidation. Donc le rapport de gestion, c'est le cas. Ok. Et donc pour la question de Valentine, j'ai trouvé les questions au final. Tu demandes donc en fait c'est quoi la différence tu vois entre les ressources premières qui sont en fait plutôt les matières premières et les ressources plus tard. Donc dans les matières premières, si tu veux, on entend vraiment ce qui est brut. En fait, toutes les matières brutes que tu vas avoir besoin pour fabriquer ton produit ou ton service. Donc, ça va plutôt être en fait, bêtement du matériel que tu vas avoir besoin. Donc, pour les pailles, ça va peut-être avoir du métal, peut-être avoir une soudeuse, j'en sais rien, si tu dois souder toi-même tes pailles, etc. Alors que dans les ressources qu'on met à chaque étape, c'est vraiment les ressources particulières que tu auras besoin à cette étape-là. Donc, c'est normal que, si tu veux, il y a un overlap des deux, parce que tu dois d'abord présenter globalement les ressources globales que tu as besoin pour ton produit. Et ensuite, à chaque étape, tu présenteras exactement quelles ressources tu as besoin à chaque étape. Je ne sais pas si c'est clair. Je vois qu'il y a une autre question. Ah non, c'est traité. Non, non, c'est bon. Donc voilà, Ok, c'est tout. Top. super. Bien, Je propose qu'on on va continue. poursuivre. Oui. Alors, en termes de finances, donc c'est la quatrième grosse étape, enfin, troisième grosse étape de segmentation de votre fonds de rapport qui fait surface. Ça va être donc scindé en deux étapes, donc le plan de rentabilité et le plan financier. Donc, dans le plan de rentabilité, qu'est-ce qu'on attend? On attend tout simplement des chiffres comme votre chiffre d'affaires, le nombre de ventes, peut-être votre nombre de clients, le nombre de clients, tout simplement de clients différents ou de communes différentes dans lesquelles vous avez vendu. On va aussi attendre d'avoir une explication de tout ce qui est coûts variables et coûts fixes. Donc, pour rappel, les coûts fixes, c'est vraiment les coûts qui, peu importe le nombre de productions que vous allez faire, ne vont pas varier, ne vont pas changer. Donc, par exemple, ce serait une licence
pour utiliser une application, ça au final vous la payez pour 1 an, et que vous vendiez 15 applications ou 300 000, ça vous coûtera le même prix. Alors que les coûts variables, c'est vraiment un coût qui varie en fonction du nombre d'unités vendues. Donc ça va être par exemple dans le cas des pailles en métal, pour pas changer, à chaque fois le coût au kilo par exemple du métal. Ensuite, il y a marge brute et marge nette qui doivent se retrouver dans votre plan de rentabilité. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Donc la marge nette, si vous voulez, c'est votre bénéfice, votre perte que vous avez généré avant paiement des taxes. Et si je me trompe pas, je pense que dans le cas de LGE, il y a aussi des petites taxes à payer. Et du coup, la marge nette, c'est la marge qui a été générée après avoir payé toutes ces taxes. Au niveau du plan financier, on attend de vous un plan d'actionnariat. Donc, c'est hyper important que dans un rapport de gestion, on puisse retrouver en fait à qui appartient l'entreprise. Donc, je pense qu'on n'appelle plus les actionnaires, mais coopérateurs. Donc, vous pouvez appeler ça un plan de coopération. Je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Donc, l'idée, c'est vraiment de déterminer combien de coopérateurs vous avez, plus ou moins qui ils sont, peut-être qu'il y a des actionnaires qui ont, je sais pas, 10% de la mini-entreprise, et donc vraiment déterminer comment ça se passe à ce niveau-là. Ensuite, en fait, présenter votre stratégie de liquidation. Donc, comment est-ce que vous allez redistribuer les résultats? Donc, les résultats, c'est soit un bénéfice, soit une perte. Donc, s'il y a du bénéfice, chez qui est-ce que ce bénéfice va aller? Est-ce qu'il va se retrouver dans la poche des coopérateurs? Est-ce que peut-être qu'il y a un salaire supplémentaire avec des primes, bonus qui sont versés aux membres de votre équipe? Je ne sais pas comment ça se passe. Et s'il y a une perte aussi, qui va soutenir ces pertes et qui va rembourser les coopérateurs? Ou est-ce qu'il faut rembourser les coopérateurs? Ça, c'est aussi une question que vous pouvez vous poser. Donc, la stratégie de liquidation, c'est vraiment tout ce qui est lié à la liquidation de votre mini-entreprise à la fin de l'année. Parce que si je ne me trompe pas non plus, le projet s'inscrit sur une durée d'1 an, sauf exception. Du coup, vous allez tous liquider votre mini-entreprise à la fin de l'année. Ensuite, émettez des hypothèses sur le futur, dire comment vous pensez que vos finances vont évoluer jusqu'à la fin de l'année ou même plus tard, si vous continuez le projet en dehors du cadre LGE. Et donc, c'est là-dedans que vous pouvez, par exemple, présenter des chiffres prospectifs des années à suivre. Donc, par exemple, si vous considérez que votre chiffre d'affaires va doubler l'année prochaine si vous continuez, vous pouvez dire en 2020, nous avons fait cela, mais si nous continuons sur cette pente de progression, nous arriverons à ceci en 2021. Enfin, c'est important aussi pour vous vous faire un auto-feedback, de comparer les objectifs de départ avec les objectifs, avec ce que vous avez atteint en fait. Et donc, reprenez juste, par exemple, votre chiffre d'affaires visé, le nombre d'unités vendues que vous visiez aussi au début d'année, et comparez-le avec ce que vous avez réellement atteint. Alors, on a beaucoup parlé donc d'où vient-on, de où on en est maintenant. Donc, c'était les 4 grosses étapes importantes. Maintenant, on va vous expliquer un peu où va-t-on. Ouais. Alors, peut-être juste avant de passer à cela, il y a une petite question que j'ai déjà marquée comme résolue, mais qui n'est pas résolue. C'est est-ce que le dossier de... Pardon, ce n'est pas ça. Pour le marketing, juste avant, donc oui, voilà, j'ai parlé du marketing, c'est exactement ça. Donc, vous pouvez tout à fait reprendre les études de marché que vous avez fait au début de votre entreprise, au lancement de votre mini-entreprise. Voilà, vous avez fait des analyses, reprenez ces analyses. Il y a des études de marché auprès de consommateurs potentiels, il y avait des constatations, des lectures et des recherches. Mettez tout ça comme support d'analyse et inscrivez-le dans votre rapport de gestion. Alors, pour passer à la suite, donc voilà, nous allons voir vers où on va. Il est important de donner une suite à un projet, non seulement pour les actionnaires, donc ils vous ont soutenu, il faut savoir comment vous allez les rémunérer et qu'est-ce que vous allez faire de votre argent. Votre argent, vous allez devoir le réinvestir, et pour le réinvestir, vous allez devoir monter une stratégie. Alors, pour monter cette stratégie pour l'avenir, dans le cas où vous continuez votre projet, on vous propose un outil assez intéressant, c'est l'analyse SWOT. Donc, c'est l'acronyme de Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, Force, Faiblesse, Opportunités et Menaces. C'est un tableau à double entrée, une matrice, qui relève finalement le côté interne de l'entreprise et le côté externe, les atouts et les handicaps. Tout ce qui est atout, ce sont les choses sur lesquelles vous devez appuyer et continuer à travailler. Tout ce qui est handicap, c'est les points d'attention. C'est là où vous devez peut-être
vous améliorez et les questions ou les problèmes que vous devez régler. Tout ce qui est externe, ce sont des pistes stratégiques. C'est surtout là que vous avez intérêt à travailler parce qu'une opportunité, c'est savoir finalement quel est votre avantage concurrentiel. Donc, quel est votre avantage, vous, ce que vous vendez par rapport à la concurrence. C'est une opportunité. Vous devez continuer à travailler dessus et c'est finalement la raison pour laquelle les gens vont continuer à acheter votre projet. Une menace, c'est peut-être que dans un an, le marché, enfin la tendance sera plus du tout à l'écologie et donc vos pailles en métal, elles coûtent beaucoup trop cher par rapport à une paille en plastique, les gens ne vont plus l'acheter. Ça, c'est une menace. Il faut la mettre, identifier les risques pour pouvoir anticiper en fait. Donc votre analyse, c'est stratégique, c'est une anticipation de ce qui va arriver et pour vous permettre de mieux réagir au marché. Si on ne continue pas, donc une question, si on ne continue pas notre mini, est-ce qu'on doit aussi faire l'analyse SWOT? Alors, dans votre rapport de gestion, l'idée, c'est quand même de faire des projections futures, ne fût-ce que pour donner un point d'orgue à votre projet. Vous dire, voilà, on a fait ça, on vient de là, on a fait ça, et maintenant, voici ce qui pourrait nous arriver. Alors, probablement, vous allez devoir finir, pour la majorité, vous allez clôturer votre mini-entreprise, mais faire une analyse sur le futur, des projections futures, c'est toujours intéressant. Alors, l'analyse SWOT en tant que telle, c'est un outil. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Utilisez juste cet outil comme vous pouvez le mettre tel quel dans votre rapport, mais juste pour moduler votre réflexion, pour entraîner votre réflexion, utilisez cet outil, c'est assez pratique. Mais donc, ce n'est pas obligatoire, certainement pas. Non. Mais donc, pour répondre aussi à la question, c'est tout simplement, tu pourrais très bien mettre, je ne sais pas qui a écrit vu que c'est anonyme, mettre dans les menaces, en fait, nous sommes en réto, on finit tous notre année cette année, on part tous dans des universités différentes. C'est une menace pour la pérennité de notre projet. Par contre, dans une opportunité, ça peut être une opportunité justement que vous partiez chacun dans d'autres universités. Ça vous permettra de peut-être rencontrer d'autres personnes, avoir accès à des incubateurs liés à des universités, avoir l'expertise de d'autres professeurs, quoi. Donc, ça peut se retrouver dans les menaces, mais c'est vrai que c'est intéressant que vous fassiez quand même cette analyse et que ça se retrouve dans votre rapport. Ok. Constantin, il nous reste quelques minutes, donc je te propose de clôturer. Oui, non, il y a encore des choses importantes à passer en revue, mais donc, les apprentissages, ça, c'est pas obligatoire non plus, mais c'est un conseil que vous faites parce que la plupart de vos coopérateurs, au final, vous soutiennent pas parce que, oui, ok, ils croient en votre projet, mais pas parce qu'ils croient qu'ils vont devenir riches grâce à vous, mais tout simplement pour vous permettre de vous développer au niveau professionnel ou au niveau entrepreneurial. Et donc, sans doute que s'ils ont investi un peu d'argent et qu'ils ont pris ce risque d'investir dans votre mini-entreprise, c'est parce qu'ils attendent aussi d'avoir un retour plutôt d'expérience humaine sur ce que vous avez fait. Et du coup, c'est intéressant pour eux de développer toutes les compétences que vous avez acquises ou développées pendant votre année, que ce soit parler en public, faire un rapport de gestion, par exemple, déclarer la TVA. Enfin, je ne sais plus si ça rentre dans ce cadre-ci ou pas. Donc, faire plein de choses à ce niveau-là. Autre chose qui est intéressante aussi, ce sera peut-être plutôt pour les animateurs LJE, mais donc, de vous donner votre point de vue sur l'expérience mini-entreprise. Qu'est-ce que l'expérience des mini apporte en particulier en vrai à votre expérience académique en humanité? Donc peut-être pas l'expérience entrepreneuriale en général, mais en quoi est-ce que les mini-entreprises se différencient d'autres expériences entrepreneuriales qu'on peut retrouver sur le marché, si tu veux parler comme ça. Ensuite, comment est-ce que vous vous êtes fait aider? Peut-être que vous avez fait appel à, je sais que à nouveau Eco, ils ont fait appel à un incubateur de Space, donc ça peut être intéressant de dire qu'est-ce que cet incubateur nous a appris. Vous pouvez parler peut-être de vos coachs, qu'est-ce qu'ils vous ont appris aussi, de vos conseillers, peut-être de vos professeurs, ou même sur Internet, comment est-ce que vous vous êtes fait aider? Est-ce que vous avez peut-être suivi une formation, un webinaire ou des choses du genre? Et enfin, de questionnements résiduels, vous pouvez peut-être parler aussi des apprentissages que vous trouvez que vous n'avez pas assez développés et donc que vous comptez continuer à développer à l'avenir et surtout dire comment est-ce que vous allez les développer. Je vois qu'il y a une petite question que je vais regarder maintenant. Donc, on suit votre plan de rapport de gestion, le document qu'on obtiendra à la fin est celui qu'on peut envoyer en tant que dossier du concours de fin d'année. Oui, si je ne me trompe pas, et donc Nassé ou Fred me couperont si je me trompe, mais donc l'idée, c'est que votre rapport de gestion, en fait, c'est votre document de concours pour être élu la meilleure mini-entreprise de l'année.
et donc ça suit exactement la même structure, quoi. A priori, si vous suivez notre structure, votre rapport sera vraiment exhaustif, il sera complet, il reprendra tous les éléments que le jury attend, et donc normalement ça maximisera vos chances, en tout cas, d'avoir pu partager ce que vous avez fait de manière transparente. Après, est-ce que ça plaira au jury ou non, ça ne dépend pas seulement d'un dossier, ça dépend de ce que vous avez fait pendant l'année. Alors, tout ça, c'était en gros ce qu'on vous a présenté plus au niveau global. Donc, les rapports de gestion, comme on vous le disait, c'est quelque chose d'assez standardisé dans les grosses entreprises. Et donc, dans ce cas-ci, il y a quand même des règles à suivre dans le cadre de LJE qui sont assez strictes. Si vous ne le faites pas, vous pourriez être passible d'exclusion pour le concours. Donc, c'est tout d'abord faire une présentation globale de votre mini-entreprise et pas vraiment faire un petit résumé successif de vos départements. On ne veut pas que quelqu'un présente okay, le département HR, ils ont fait ça, le département compta, ils ont fait ça, nanana. Non, c'est pas intéressant. Essayez vraiment d'avoir un fil rouge et qu'on a l'impression qu'il y ait des liens entre chaque segmentation. Ensuite, ne pas excéder 10 pages à 4. Les couvertures ne sont pas comprises, donc vous pouvez mettre des pages de transition avec un titre, mais les pages de contenu ne peuvent pas dépasser les 10 pages, tout simplement parce que ça vous poussera, vous, à synthétiser ce que vous avez fait, ce qui n'est pas un exercice facile. Et deuxièmement, parce que vous vous en doutez, les gens doivent lire ces rapports, et s'ils ont 45 pages à lire pour chaque mini, eh ben, ils en auront jusqu'à avril 2021. Ensuite, donc, utiliser une police 12, ça c'est tout simplement pour vous inciter à ne pas tricher, enfin, pour pas que vous trichiez, en fait, parce que si vous n'avez pas de contenu, vous pourriez très bien utiliser une police 16, et si vous avez trop de contenu, au contraire, utilisez une police 5 qu'on n'arriverait pas à lire. Alors, en première page, donc juste après la page, la première de couverture, on vous demande une executive summary. Donc, si vous voulez, c'est un résumé exécutif de ce que vous avez fait sur l'année, et celui-ci doit être fait en anglais. Donc, dessus, vous retrouvez tous les points qui doivent être pris dessus. Et donc, il y a le nom de votre mini, la description de votre produit ou de votre service, le résumé de vos résultats financiers, le résumé de vos performances de mini-entreprise et ensuite la table des matières du rapport. Donc, vous avez une seule page pour faire ça. C'est pas évident, mais donc l'idée, c'est que si quelqu'un lise juste cette page, il est déjà un bon premier aperçu et comprenne ce que vous avez fait pendant un an. Au niveau de la couverture, n'oubliez pas de mettre votre nom et numéro de mini-entreprise, sinon on ne saura pas qui vous êtes, enfin, à condition de ne pas ouvrir le rapport, évidemment. Votre année de participation, donc en l'occurrence 2019-2020, et le nom de votre conseiller et ou de votre professeur. Comme ça leur permettra aussi, eux, de trouver facilement le rapport. Au niveau plus des finances, donc, vous pouvez retrouver donc, le compte de résultats et bilan sur l'application, enfin, sur le site internet LJE. On vous demande de vraiment essayer de résumer en une page maximum et sous forme de tableau, vraiment, donc les performances financières de votre mini. Et celle-ci, l'idée, c'est pas que vous balanciez juste un tableau comme ça sur la page et que vous disiez au lecteur, débrouille-toi, t'as qu'à comprendre ce que ça veut dire, parce qu'on a fait X vente, X stock, machin. Non, l'idée, c'est vraiment que vous les commentiez, vous pouvez le faire comme vous voulez, de manière visuelle, ça peut être avec des petites flèches qui sortent du tableau, ça peut être avec un code couleur, mais que vous expliquez, OK, on a fait ce chiffre d'affaires, mais d'où il vient? Ou bien on a encore ça de stock, mais c'est hyper intéressant parce que ça nous permettra de ne pas devoir le renouveler en septembre si on continue. Et ensuite, le dossier, vous pouvez le faire en anglais si vous préférez. Si la plupart de vos coopérateurs sont anglophones, par exemple pour les écoles européennes, ça peut être intéressant. Et vous pouvez aussi le faire en français, donc ça c'est à votre libre choix. Je vois qu'il y a une question, je vais aller la regarder, même deux. Dans la présentation globale, je ne sais pas du tout quel degré de précision il faut mettre. Enfin, qu'est-ce qu'on dirait si on était la mini qui fabrique des pailles, par exemple? Quelle serait la présentation globale? Mais, donc la présentation globale, ça, je ne sais pas si tu étais là à notre formation Public Speaking et Pitch au début de l'année, mais donc l'idée, c'est vraiment de suivre une structure Papa la maison brûle, comme on dit. Donc, Papa la maison brûle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui ta maison brûlait et que ton père n'était pas là, tu étais avec ta petite sœur, qu'est-ce que tu ferais quand tu l'appelles? Est-ce que tu dirais, allô papa, il y a Clémence qui jouait avec le briquet autour des rideaux et ça commençait, elle jouait avec le chien, puis oh, le rideau a pris feu, puis le premier étage, le deuxième étage, la maison brûle. Non, tu dis papa, la maison brûle. Donc l'idée, c'est que dans votre présentation globale, vous commenciez par dire, nous, j'ai pas de nom, mais du coup, paille en métal SRL par exemple, sommes une mini-entreprise qui vendront des pailles en métal sur toute la région de Bruxelles par exemple. Et puis tu commences un peu à développer étage par étage. Et donc vraiment essayer d'aller direct droit au but et ensuite continuer à développer quelques étages de précision. Et là, tu devras juste t'arrêter si tu veux au moment où tu remarqueras que tu n'as plus de place sur ta page, quoi. Donc si tu veux, c'est un choix, choisir c'est renoncer. Si tu rajoutes du texte dans ta présentation globale, tu devras un peu en retirer dans tes chiffres financiers.
Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, n'hésite pas à le dire. Sinon, comment se passe si on n'a pas fait de résultats financiers cette année? Si vous n'avez pas fait de résultats financiers, c'est important quand même que vous nous expliquiez pourquoi. Donc, pour moi, vous devez remettre le tableau, en tout cas, c'est demandé. S'il y a des chiffres qui sont égaux à 0, c'est pas grave. L'important, c'est que vous justifiez pourquoi. Donc, si tu dis, on a, je sais pas, une valeur de 1 000 euros de stock, mais on a fait 0 vente, ça peut être compréhensible. Ça voudrait dire que vous avez fait beaucoup de R&D, donc de développement pendant toute l'année. Vous avez tout votre stock, mais vous n'avez pas encore eu le temps de le vendre, en l'occurrence peut-être avec le cas du coronavirus, et donc ça arrivera, quoi. Donc, quand même faire un plan financier, même si vous n'avez pas fait de vente. Alors, on va continuer. Donc, voilà, quelques petites clés du succès pour sortir du lot pour le concours. Premièrement, c'est vraiment connaître son audience. C'est primordial. Pourquoi? Parce que c'est comme vous allez devoir vous adapter à cette audience pour votre rapport. Si vous savez que ça va être des personnes, un public plutôt âgé, plutôt classique et qui n'aime pas trop l'innovation, on va dire, qui va lire votre rapport, alors faites quelque chose de sobre, simple, structuré et prenez pas trop de risques. Par contre, si vous savez que c'est plutôt un public jeune ou créatif, alors n'hésitez pas à sortir toutes les couleurs et à faire un truc un peu plus audacieux. Ensuite, connaître vos forces. Alors, les forces, l'air de rien, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, c'est quelque chose de très relatif. On ne peut jamais dire en absolu, moi je suis fort. Non, on le dit parce qu'on compare ça à la moyenne de la population. Mais si, imaginez si vous étiez tout seul sur Terre, est-ce que vous pourriez dire si vous êtes fort ou pas? Non. Tout ça pour vous dire qu'en fait, vos forces, elles sont relatives aux autres mini-entreprises. Et l'important, c'est que vous arriviez à détecter qu'est-ce que vous faites mieux que les autres mini. Et ce que vous faites mieux, vous devez le mettre à fond en valeur dans votre rapport. Parce que c'est à ce moment-là que le lecteur se dira, OK, cette mini, elle a un truc que les autres n'ont pas. En plus de ça, c'est positif. Je veux l'avoir en finale. Ça, c'est vraiment lié. Ensuite, trouver un fil rouge, comme on le disait tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que ce soit vraiment c'est un rapport qui a été rédigé par 10 personnes différentes ou 10 départements différents. L'idée, c'est vraiment que de la première page à la dernière, le lecteur se sente un peu baladé, un peu sur, si vous voulez, sur un canal. Tranquille, il est en train de flotter sur sa péniche et en fait, il n'a pas vraiment d'effort à faire pour comprendre. Vous pouvez faire du storytelling, commencer à raconter une histoire tout au long de votre rapport, ou juste très très bien faire des liens entre les différents segments. Trouver un packaging, donc là c'était plutôt au niveau du visuel, donc ça répond à la question, je pense que c'était une Valentine qui posait au début. Donc voilà, donc on ne va pas s'attarder là-dessus parce que ce n'est pas l'objet de la présentation, mais on a donné une formation au premier semestre sur le PowerPoint. Donc nous, ce qu'on peut vous encourager, c'est faire votre rapport sur PowerPoint. Il y a moyen de faire des rapports sous format A4 et pas juste slide. C'est très simple, c'est très intuitif. Et donc voilà, il y a moyen de faire plein de belles choses. N'hésitez pas à aller voir nos slides, normalement qu'ils ont été partagés. Et si vous ne les avez pas, alors vous pouvez nous envoyer un message sur la page LSM Conseil, on vous les enverra. Et puis enfin, le client est roi. Pourquoi? Parce que tout coopérateur qui va lire votre rapport, lui, a priori, bon, peut-être pas dans ce cas-ci, il investit pour avoir aussi du retour, du bénéfice. Et ce bénéfice, il est généré par les clients. Donc, ne pas oublier de mettre le client vraiment au centre de votre rapport pour bien montrer au coopérateur que vous avez compris que sans vos clients, vous n'êtes rien. Et à côté de ça, aussi, vous mettre dans la peau de votre coopérateur et vous dire, moi, je suis coopérateur, qu'est-ce que j'attends dans ce rapport? J'ai envie que ce soit facile pour moi de le lire. Je n'ai pas envie d'avoir à faire des recherches Internet ou aller voir sur leur site Internet pour comprendre des acronymes, etc. Donc, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de votre produit, à part au début de l'année, mais quand il n'existait pas encore vraiment. Et il doit comprendre ce rapport. Alors, on a plus ou moins terminé la présentation. On a un petit concours à vous proposer. Je vois qu'il y a pas mal de questions, on répond juste après ce concours. Donc, l'idée, en fait, c'est que vous alliez tous suivre la page LSM Conseil et LJE sur Instagram et que d'ici dimanche à 23h59, vous postiez une story de vous et de votre équipe en train de travailler sur votre rapport de gestion. Et donc, nous, lundi matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va élire la story la plus originale. Et la mini-entreprise qui a fait la story la plus originale, enfin, dont le membre a fait la story la plus originale, recevra en fait un feedback poussé et une relecture de son rapport par LSM Conseil et ses consultants. Et donc, normalement, ça vous permettra d'aller encore plus loin et de vous améliorer. Une petite note en plus, c'est que si vous avez 10 personnes dans votre mini, n'hésitez pas à faire 10 photos différentes, ça maximisera aussi vos chances de gagner. Et donc, vous pouvez, entre guillemets, participer 10 fois au concours. Donc voilà, good luck et que les meilleurs gagnent. Avant de passer aux questions, une dernière petite citation, c'est que la chance sourit aux audacieux, n'oubliez pas ça. Que ce soit dans le cadre du concours, dans le cadre de votre rapport ou dans le cadre du concours ici sur Instagram, soyez audacieux, osez et vous verrez que ça
ça vous donnera des retours que positifs. Et, on a quelques questions, n'hésitez pas encore à en poser. Première chose, c'est est-ce que ces règles doivent être suivies si on ne veut pas participer au concours? Alors, je pense que pour votre rapport de gestion, vous avez à suivre les règles proposées par LJE. Je ne sais pas si elles sont obligatoires, mais je pense qu'elles sont tout à fait légitimes et cohérentes. Donc, utilisez-les pour maximiser vos chances d'avoir un bon rapport de gestion et augmenter votre expérience. Mais en tout cas, pour le concours, elles le sont du coup, oui, obligatoires. Mais oui, donc voilà, même si tu participes pas au concours, Den, je pense que ça peut être très intéressant pour toi de le faire quand même à fond. Pourquoi? Fred me disait il y a 3 jours qu'en rangeant sa cave ou son grenier, je sais plus, il est retombé sur son rapport de gestion quand lui était mini-entrepreneur et que c'est un trop chouette souvenir en fait de retomber dessus et de te dire ah en fait on avait fait ça, ça, ça et de le garder en fait pour toi. Et en plus de ça, c'est cool si tu pourras le partager à tes amis, à ta famille, etc. Et ils verront que ce que tu as fait pendant un an, en fait, c'est pas du vent. Il y a quelque chose de concret derrière. C'est mettre des mots sur ton expérience, en fait. Donc voilà, nous, on peut t'encourager à le faire, mais pour le concours, si tu le fais pas, la structure est pas obligatoire, mais par contre, tu devras quand même le faire pour le dossier de liquidation. Alors, la question de Solena, c'est comment connaît-on notre audience? Ici, dans le cadre du concours, donc la personne qui va lire votre rapport, elle est ses conseils si vous gagnez le concours Instagram, mais c'est surtout les jurés, donc les membres du jury qui font partie de LGE et ses partenaires, je pense. Et donc, ce sont des personnes qui connaissent le projet et qui souhaitent vous sélectionner. Donc, ce n'est pas forcément vos clients à qui vous vous adressez pour le rapport de gestion, c'est vraiment LJE de manière générale, des personnes alertes et qui connaissent le concept. Donc, adaptez plus en mode LJE qu'en mode client votre message. Ouais, on ne sait pas vous dire exactement qui c'est. On ne sait pas vous dire exactement qui c'est, mais renseignez-vous, demandez aux animateurs LGE qui sera jury pour votre rapport. J'imagine qu'il y a aussi les partenaires LGE, etc. Et axez vraiment votre message là-dessus. Si vous voyez que c'est que des entreprises qui sont axées sur l'écologie, tapez à fond sur l'écologie. Ouais. Alors, donc il y a un spectateur anonyme qui nous demande si ces documents vont être envoyés. Donc oui, donc pas d'inquiétude. Et alors Thibaut, tu nous demandes si tu peux l'envoyer par mail pour qu'on vous l'améliore et qu'on le modifie éventuellement. Alors, ce sera avec plaisir, mais ça va être impossible parce que vous êtes ici 63 participants. Donc, si chacun fait ça, on aura du mal à pouvoir arriver au bout. Mais je te propose d'être le plus innovant dans ton concours Instagram. Et alors, si tu gagnes, alors on relira ton rapport avec précision et ça n'a pas de problème. La raison derrière ça, c'est que voilà, vous êtes 60 aussi, mais on est aussi étudiant, on est en blocus de Pâques pour l'instant. Et donc, voilà, même lire 15 rapports, ce ne serait pas possible vu qu'on est. Voilà, on pourrait sous-traiter aux autres consultants, mais voilà, ils sont en blocus, donc c'est compliqué. Alors, je vais peut-être vous interrompre un petit peu parce qu'on va arriver tout doucement à la fin. Juste 2-3 petites choses. Pour répondre aussi à Thibaut, il ne faut pas hésiter à aller vers vos coachs et vos coordinateurs qui peuvent aussi vous aider à le relire. Donc ça, il ne faut pas hésiter, il y a des gens aussi dans les jeux qui peuvent vous aider. Deuxièmement, pour les documents, n'oubliez pas que sur la plateforme LJE, dans les fichiers, vous allez retrouver des exemples de rapports de gestion des années précédentes. Donc, il y en a 5 au total. Donc, pour ça, vous vous connectez sur la plateforme, dans votre profil, vous allez dans « Mes fichiers » et vous allez prendre les ressources LJE. Et puis, vous allez sur les fiches ressources et là, vous allez retrouver la 106A, 106B, 106D. Ce sont des exemples de rapports de gestion, donc n'hésitez pas à aller fouiller là-bas aussi. Vous aurez des exemples de rapports qui ont été faits par des mini-entreprises. Voilà, pour répondre à la question de Mathias, qui demandait de réexpliquer la première page, donc j'imagine que c'est l'executive summary. Donc voilà, pour répondre à notre question aussi, je ne sais pas si on l'a dit, mais donc, toutes les slides seront envoyées, donc vous aurez accès à tous ces critères. Mais donc voilà, tu dois vraiment remettre donc, le nom de la mini-entreprise, une description de ton produit et de ton ou de ton service. Donc comme on disait tout à l'heure, une description globale, un peu large, mais pas trop longue non plus. Un résumé de tes résultats financiers, donc des chiffres clés, si tu veux, qui concernent tes finances de l'année. Puis un résumé des performances de la mini-entreprise, ça peut être un nombre de ventes, ça peut être un nombre de clients, ça peut être bêtement l'expérience que vous avez retirée aussi, si vous trouvez que c'est ça vos performances. Et puis enfin, une table des matières de tout votre rapport qui montre en fait la structure du rapport qui va suivre. Et en 2 mots, vends vraiment du rêve dans ta présentation de première page. Ça incitera le lecteur à lire tout ton rapport.